mon frère a mis ma petite amie enceinte. Ensuite, toute ma famille a exigé que je leur remette mon héritage pour les soutenir. J'ai dit non et je les ai regardés tous imploser. Suprédit, mon frère a couché avec ma petite amie, l'a mise enceinte, et maintenant toute ma famille pense que je devrais renflouer leur désastre avec l'héritage que mes grands-parents m'ont laissé. Oui, vous avez bien lu. Prenez votre popcorn parce que ça va être compliqué. J'ai 28 ans, je suis un homme, expert comptable agréé travaillant dans un cabinet de taille moyenne à Denver. Ce n'est pas le travail le plus excitant. J'analyse les états financiers, je prépare les déclarations d'impôts, j'explique aux clients pourquoi ils ne peuvent pas déduire leurs vacances comme dépenses professionnelles, mais c'est bien rémunéré et ça me donne de la stabilité. Je possède une petite maison de ville que j'ai achetée il y a 3 ans, je conduis une Honda CR-V fiable qui est payée, et je vis selon mes moyens. Mes parents nous ont élevés, mon jeune frère, Kevin, 25 ans, homme, et moi, pour être responsables avec l'argent, bien qu'il soit clair qu'un seul d'entre nous a écouté. Kevin a toujours été l'enfant chéri, charismatique, sociable, le genre de gars qui pourrait se sortir de n'importe quoi en parlant. En grandissant, il était le coureur vedette alors que je restais tard à la bibliothèque. Maman et papa n'ont jamais eu de favoris ouvertement, mais il y avait cette compréhension tacite que Kevin était spécial, et que j'étais fiable, le garçon sûr, le garçon ennuyeux. Devinez lequel vous aide le plus en cas de crise familiale? Pas le garçon ennuyeux. Les erreurs de Kevin devenaient toujours des occasions d'apprendre, tandis que mes imperfections mineures étaient des défauts de caractère qui nécessitaient une correction. C'était la dynamique. Mes grands-parents du côté de ma mère sont décédés il y a 2 ans à 6 mois d'intervalle. Papy a eu une crise cardiaque massive, et mamie a juste semblé abandonnée après cela. Ils étaient mariés depuis 58 ans. Leur maison et leurs économies s'élevaient à environ 340 000 $. Répartis équitablement, nous avons chacun reçu 170 000 $. Mes grands-parents avaient vécu la Grande Dépression. Papy a servi en Corée, est revenu et a travaillé dans la même usine pendant 43 ans. Cet argent représentait tous les sacrifices qu'ils avaient jamais faits. Ils ont laissé une lettre expliquant que cela était censé être notre fondation, acheter une maison, démarrer une entreprise, investir dans notre avenir. Ne gaspillez pas cela en choses frivoles. Papy avait écrit, cela représente tous les sacrifices que nous avons faits pour que vous, les garçons, ayez une vie meilleure que la nôtre. J'ai pris cela au sérieux, j'ai remboursé immédiatement mes 45 000 $ de prêts étudiants, j'ai mis 80 000 $ dans des fonds indiciels et des obligations, j'ai gardé 40 000 $ comme fonds d'urgence et j'ai utilisé les 5 000 $ restants pour les dernières rénovations de ma maison de ville. Ennuyeux, responsable, exactement ce qu'il voulait. Kevin a gaspillé toute sa part en 14 mois. D'abord est venu le camion, un tout nouveau Ford F-150 avec toutes les améliorations, environ 65 000 $, puis des voyages à Vegas, des vêtements de marque, des dîners coûteux où il payait l'addition pour tout le monde. Il a même acheté un jet ski qu'il a utilisé 2 fois avant de le revendre à perte. Quand je l'interrogeais sur ses dépenses, il haussait les épaules et disait « On ne vit qu'une fois, mec. » Mamie et papy voudraient que je profite de la vie. Je suis presque sûr qu'ils voulaient le contraire, mais Kevin a toujours été doué pour réécrire la réalité. Au 15e mois, Kevin empruntait de l'argent à nos parents. Au 16e mois, il avait réintégré leur maison. Le camion a été saisi vers le 18e mois. Rien de tout cela n'était de sa faute, selon lui. Juste de la malchance, quelques erreurs, de mauvais conseils. Ensuite, il y a ma petite amie, enfin, mon ex-petite amie maintenant, Isabelle, 26 ans, femme. Nous étions ensemble depuis 3 ans, vivant ensemble depuis 1 an et demi. Je l'ai rencontrée au mariage d'un ami où elle était demoiselle d'honneur et j'étais garçon d'honneur. Configuration classique, mais ça a vraiment marché. Elle a attrapé le bouquet, j'ai attrapé la jarretière, et on nous a poussés ensemble pour cette photo maladroite qui est censée être mignonne. On a fini par parler pendant 3 heures à la réception, on a échangé nos numéros, et on est sortis ensemble 4 jours plus tard. Elle était amusante, spontanée, tout ce que je n'étais pas. Là où je passais mes vendredis soirs à organiser mes documents fiscaux, elle voulait essayer ce nouveau restaurant en ville ou aller voir un concert. Je pensais que nous nous équilibrions. Elle m'aidait à me détendre et à profiter de la vie. Je l'aidais à être plus ancré et responsable. Une situation classique où les opposés s'attirent qui fonctionne bien jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Isabelle travaillait comme hygiéniste dentaire dans un cabinet à travers la ville, gagnant environ 52 000 $ par année, un salaire décent,
mais elle avait cette habitude de dépenser 60 000 $ de style de vie. Elle avait toujours le téléphone le plus récent, un abonnement de gym coûteux qu'elle utilisait à peine, des boîtes d'abonnement pour le maquillage et les vêtements, et des collations biologiques. Son paiement de voiture à lui seul était de 480 $ par mois pour une Nissan Altima qu'elle avait financée à un taux d'intérêt terrible parce que son crédit n'était pas bon. J'avais couvert sa part de loyer à quelques reprises quand elle était entre deux chèques de paie, selon ses mots, pas les miens. Ce que cela signifiait en réalité, c'est qu'elle avait dépensé son chèque de paie avant que le prochain loyer ne soit dû et avait besoin que je l'aide jusqu'au vendredi suivant. Cela a commencé comme une chose ponctuelle, puis est devenu occasionnel, puis est devenu assez fréquent pour que je l'ai intégré à mon budget mensuel comme une dépense prévue. Elle avait promis de me rembourser, et parfois elle le faisait, mais la plupart du temps, la dette s'accumulait dans cette ardoise tacite que je gardais dans ma tête. Nous avions des conversations sur la budgétisation où elle hochait la tête et acquiesçait, puis allait immédiatement acheter 200 $ de vêtements chez Target parce qu'ils étaient en solde. La gymnastique mentale était impressionnante. Économiser 30% sur quelque chose dont on n'a pas besoin, ce n'est pas économiser de l'argent, c'est dépenser de l'argent. Mais essayez d'expliquer cela à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre. En y repensant maintenant, je peux voir tous les signaux d'alerte que j'ai ignorés, comment elle se mettait sur la défensive quand je suggérais de suivre nos dépenses ou de fixer des objectifs financiers, comment elle commentait que j'étais trop sérieux avec l'argent, comme si vouloir prendre sa retraite un jour était une sorte de défaut de personnalité, comment elle se plaignait que Kevin savait comment s'amuser alors que j'étais toujours inquiet pour l'avenir. Elle disait des choses comme « Ton frère sait vivre le moment présent » ou « Kevin ne stresse pas pour chaque petite chose comme toi ». J'aurais dû voir où menait cette admiration, mais j'étais amoureux et optimiste et convaincu que nous pouvions surmonter nos différences. Erreur classique. La révélation est venue un mardi de mars au hasard. J'avais quitté le travail plus tôt parce que j'avais un rendez-vous chez le dentiste à 15 h qui a été annulé. Ils ont appelé vers midi en disant que leur équipement était défectueux et qu'ils devaient reporter. Alors, je me suis dit que j'allais surprendre Isabelle avec des plats à emporter de son restaurant thaï préféré. J'ai pris des rouleaux de printemps, du pad thaï au poulet, des nouilles ivres au tofu, toute la panoplie. J'ai dépensé environ 40 $ en essayant d'être spontané et romantique. Je me sentais bien d'être le petit ami amusant pour une fois. Je suis entré dans notre maison de ville vers 14h30 et j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. La voiture d'Isabelle était dans l'allée, ce qui était bizarre parce qu'elle était censée être au travail jusqu'à 17 h. La porte d'entrée était déverrouillée, ce que nous ne faisions jamais pendant la journée. Puis je l'ai entendu, des sons venant de l'étage que nul homme ne veut entendre venant de sa propre chambre. Des grincements rythmiques, des voix, les sons inimitables de deux personnes qui pensaient avoir l'endroit pour elles seules. Je suis resté dans le couloir pendant probablement 30 secondes, la nourriture thaïlandaise devenant froide dans mes mains, mon cerveau essayant de comprendre ce qui se passait. Une partie de moi voulait faire demi-tour et partir, faire comme si je n'étais jamais rentré plus tôt, préserver l'illusion de ma relation pendant quelques heures de plus. Mais j'avais passé 3 ans avec cette femme, payé la moitié de sa vie, et je méritais de connaître la vérité. J'ai monté ces escaliers comme si je grimpais vers ma propre exécution. Chaque pas me semblait plus lourd que le précédent. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient fermes, cet étrange état dissociatif où vous êtes conscient de tout ce qui se passe, mais cela ne semble pas tout à fait réel. J'ai ouvert la porte de la chambre pour trouver exactement ce à quoi vous vous attendiez, Isabelle et Kevin se démêlant tous les deux pour se couvrir, leur visage montrant ce mélange parfait de choc, de culpabilité et de panique. La chambre que j'avais meublée avec le lit queen size que j'avais acheté dans un magasin de meubles local, les tables de chevet que j'avais assemblées à partir de boîtes à plats, la lampe que j'avais choisie. Mon propre frère et ma petite amie dans mon lit, dans ma maison. Kevin portait encore ses chaussettes. C'est le détail qui m'est resté en tête pour une raison quelconque. Pas la trahison, pas la violation, mais le fait que mon frère était si impatient de coucher avec ma petite amie qu'il ne pouvait pas se donner la peine d'enlever ses chaussettes d'abord. Kevin a essayé de parler en premier. « Mec, je peux expliquer. » J'ai levé la main, je n'ai pas dit un mot. La nourriture thaïlandaise était toujours dans mon autre main, devenant de plus en plus lourde à la seconde. J'ai marché calmement jusqu'à la commode, j'ai posé la nourriture avec soin, je me suis retourné et je suis redescendu les escaliers. J'ai pris mon ordinateur portable du bureau à domicile, mes documents importants du classeur, mon passeport, mon certificat de naissance, ma carte de sécurité sociale, le titre de propriété de ma voiture, j'ai pris le chargeur de mon téléphone dans le salon, j'ai tout laissé le reste. Le tout a pris peut-être 5 minutes.
Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté, je ne leur ai pas donné la confrontation dramatique à laquelle ils s'attendaient probablement, j'ai juste systématiquement ramassé ce qui comptait et je suis sorti par la porte d'entrée. Je suis monté dans ma voiture, j'ai reculé de l'allée et je suis parti en voiture pendant qu'ils étaient encore à l'étage, essayant probablement de comprendre ce qui venait de se passer. Je me suis rendu dans un hôtel de séjour prolongé près de mon bureau et je me suis enregistré pour une semaine. Le gars à la réception pouvait probablement dire que quelque chose n'allait pas. Je portais mes vêtements de travail, je transportais un ordinateur portable et un dossier de documents, et rien d'autre, mais il était assez professionnel pour ne pas poser de questions, il m'a juste donné une clé de chambre et les indications pour le parking. Puis je me suis assis sur le lit d'hôtel générique et j'ai juste regardé le mur pendant environ 1 heure en essayant de comprendre ce que je venais de voir, les murs beiges, la couette en polyester, le tableau de paysage qui se trouvait probablement dans 10 000 chambres d'hôtel identiques à travers le pays, tout conçu pour être inoffensif et oubliable. Cadre parfait pour la mort d'une relation. Mon téléphone a commencé à exploser vers 16 heures. Isabelle d'abord, puis Kevin, puis ma mère. Je les ai tous ignorés, j'ai complètement éteint mon téléphone et je me suis assis dans cette chambre d'hôtel dans un silence complet, ne ressentant rien et tout en même temps. Le choc était comme une anesthésie. Je savais que je devrais ressentir quelque chose, mais il y avait juste cet engourdissement froid qui se répandait dans ma poitrine. Le lendemain matin, je suis allé travailler comme d'habitude, j'ai mis la chemise de rechange que je garde dans ma voiture pour les urgences, j'ai passé mes doigts dans mes cheveux, je suis entré dans le bureau à 8 heures pétantes et j'ai dit à mon patron que je faisais face à une situation personnelle et que j'aurais peut-être besoin d'une certaine flexibilité au cours des prochaines semaines. Il a été compréhensif. L'un des avantages d'être un employé fiable depuis 5 ans est que les gens vous font confiance quand vous en avez besoin. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, a-t-il dit. Nous nous débrouillerons. Pendant ma pause déjeuner, j'ai finalement vérifié mon téléphone, 47 appels manqués, 83 SMS. La progression était fascinante d'un point de vue psychologique, comme regarder quelqu'un passer par les étapes du deuil, mais en sens inverse. Les messages d'Isabelle ont commencé par la panique. S'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons parler. Je suis tellement désolé que tu aies vu ça, puis sont passés à la justification. Tu as été si distant ces derniers temps. J'avais besoin de quelqu'un qui me comprenne. Kevin était là pour moi quand tu ne l'étais pas. Tu travailles tout le temps et tu ne fais jamais attention à moi, puis on t'atterrit sur la colère. Tu ne peux pas simplement m'abandonner comme ça. Je n'ai nulle part où aller. Tu es incroyablement égoïste. Et au moins la décence de répondre à ton téléphone. Les messages de Kevin étaient plus simples. Frère, j'ai merdé. On peut en parler? Je sais que tu es en colère, mais me snober, ce n'est pas cool, puis silence radio après le 6e message. Au moins, il a eu le bon sens de savoir quand se taire. Les messages de maman étaient les plus intéressants. Ton frère m'a appelé très contrarié. Quoi qu'il se soit passé, la famille surmonte les choses ensemble. Rappelle-moi immédiatement. Ce n'est pas dans tes habitudes d'ignorer mes appels. Kevin dit que tu es entré dans quelque chose et que tu es parti sans parler. Ce n'est pas ainsi que nous réglons les problèmes dans cette famille. J'ai répondu à maman par SMS avec exactement 7 mots, Kevin a couché avec Isabelle. J'en ai fini. Mon téléphone a sonné 30 secondes plus tard. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a appelé 6 fois de plus avant de finalement laisser un message que j'ai écouté 3 fois parce que je n'arrivais pas tout à fait à croire ce que j'entendais. Chérie, je sais que tu es contrariée, mais Kevin a expliqué ce qui s'est passé. Lui et Isabelle ont développé de vrais sentiments l'un pour l'autre. Ces choses arrivent. Tu ne peux pas simplement jeter la famille à la poubelle à cause de ça. Il ne voulait pas te blesser, mais parfois les gens se connectent de manière inattendue. Rappelle-moi pour que nous puissions en discuter comme des adultes et trouver comment aller de l'avant. Ces choses arrivent, comme si mon frère avait accidentellement trébuché et était tombé sur ma petite amie, comme s'il s'agissait d'une catastrophe naturelle inévitable au lieu d'une trahison délibérée qui se produisait probablement depuis des mois. De vrais sentiments, comme si cela justifiait tout. Je n'ai pas rappelé. Au cours des jours suivants, j'ai géré les aspects pratiques avec la même approche méthodique que celle que j'utilise pour les déclarations d'impôts. J'ai parlé à mon propriétaire de la rupture du bail. Il s'est avéré que je pouvais le faire avec quelques pénalités puisque seul mon nom y figurait. Isabelle n'avait jamais officiellement emménagé en ce qui concerne les papiers. Elle vivait là depuis 18 mois,
mais nous n'avions jamais mis à jour le bail parce que j'avais peur de ce scénario précis. Appelez cela de la paranoïa, appelez cela de la planification financière, mais cela m'a épargné beaucoup de tracas. J'ai donné un préavis de 60 jours, j'ai payé les frais de pénalité de 2 mois de loyer et j'ai commencé à chercher un nouvel endroit. Il n'était pas question que je reste dans un endroit qui me semblait maintenant contaminé par leur trahison. J'ai changé tous mes mots de passe, courriel, banque, service de diffusion en continu, tout. J'ai retiré Isabelle de mon forfait téléphonique, ce qui m'a fait économiser $40 par mois. J'ai séparé nos comptes Netflix et Hulu partagés. J'ai appelé la compagnie d'électricité et le fournisseur d'accès Internet pour m'assurer qu'ils savaient que j'allais déménager et qu'elle devrait créer ses propres comptes si elle voulait rester. Le travail administratif de la fin d'une relation est bizarrement thérapeutique. C'est concret, définissable, quelque chose que vous pouvez réellement contrôler quand tout le reste semble chaotique. J'ai engagé des déménageurs pour emballer mes affaires de la maison de ville pendant qu'Isabelle était au travail. J'ai programmé cela pour un mercredi après-midi, sachant qu'elle avait une journée complète de rendez-vous. J'ai laissé tout ce qui était à elle ou que nous avions acheté ensemble, le canapé que nous avions choisi chez Ashley Furniture, la table basse de Target, les appareils de cuisine que nous avions enregistrés lorsque nous parlions de nous marier un jour. Je ne voulais pas un seul souvenir de la vie que je pensais que nous construisions. J'ai trouvé un appartement décent d'une chambre à travers la ville, j'ai signé un bail d'1 an et j'ai emménagé en moins de 2 semaines. Le nouvel endroit était plus petit, mais il était à moi. Pas de souvenirs partagés, pas de fantôme d'une relation qui pourrissait de l'intérieur. Alors que j'étais trop aveugle ou trop optimiste pour le voir, mes parents ont commencé à appeler quotidiennement. Je répondais de temps en temps, je restais bref, je ne leur donnais aucune munition. Je vais bien. Je gère ça. J'ai besoin d'espace, puis je raccrochais avant qu'ils ne puissent lancer le discours qu'ils avaient préparé sur la famille et le pardon. Puis vint la tentative d'intervention familiale. 3 semaines après que j'ai surpris Kevin et Isabelle, mon père s'est présenté à mon nouvel appartement sans prévenir. J'ai ouvert la porte pour le trouver debout avec ma mère et Kevin tous entassés dans le couloir comme une sorte de groupe de soutien d'embuscade. Kevin avait l'air mal à l'aise. Maman avait l'air déterminée. Papa avait l'air fatigué. Nous devons parler, a dit papa, nous tous, comme une famille. J'ai envisagé de leur claquer la porte au visage. L'ancien moi l'aurait probablement fait, mais j'avais passé 3 semaines à réfléchir à cette situation sous tous les angles, et j'étais curieux d'entendre quelle justification ils avaient trouvée. Parfois, vous devez entendre l'absurdité à voix haute pour confirmer que vous n'êtes pas fou. Bien, entrez. Nous nous sommes assis dans mon salon, moi dans mon nouveau fauteuil que j'avais acheté spécialement parce qu'Isabelle détestait ce style, eux serrés sur mon canapé, l'air mal à l'aise. L'appartement était meublé avec parcimonie puisque j'avais laissé presque tout à la maison de ville, juste le fauteuil, une télé sur un pied et quelques cartons que je n'avais pas encore déballés. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, quelqu'un qui recommençait à zéro. Maman a commencé avec le scénario qu'elle avait clairement répété. Chérie, nous comprenons ta douleur. Ce que Kevin a fait était mal. J'apprécie la reconnaissance, ai-je dit en gardant une voix neutre, mais c'est ton frère, et maintenant il y a un bébé impliqué. Cela m'a coupé court. La pièce a légèrement basculé comme si le sol avait soudainement développé une pente. Excusez-moi. Kevin a regardé le sol. Maman a continué, prenant mon choc comme une permission de continuer à parler. Isabelle est enceinte. De 8 semaines. Kevin va être père et nous allons être grands-parents. Cela change tout. 8 semaines. Ils couchaient ensemble depuis au moins 2 mois avant que je ne les surprenne, probablement plus longtemps. Chaque fois qu'Isabelle m'avait dit qu'elle travaillait tard ou qu'elle sortait avec ses copines du travail, chaque fois que Kevin était passé pour emprunter des outils ou prendre un verre, toutes ces fois où j'avais pensé que j'étais paranoïaque en me demandant si quelque chose ne tournait pas rond. Félicitations, ai-je dit sèchement. Papa s'est penché en avant, les coudes sur les genoux dans cette posture qui signifiait qu'il allait essayer l'approche raisonnable d'homme à homme. Fils, Kevin est dans une situation difficile. Il n'a plus d'économie. Je me demande bien pourquoi, ai-je murmuré. Papa a ignoré cela. Le travail d'Isabelle ne paie pas si bien, et ils vont avoir besoin d'aide pour démarrer. La famille est de la famille. C'est comme ça que nous avons été élevés, et c'est ce que nous faisons. J'ai vu où cela menait. Le scénario était prévisible. Non, nous n'avons même encore rien demandé, a dit maman,
feignant l'innocence comme si elle n'avait pas orchestré toute cette conversation. Vous êtes sur le point de me demander de l'argent, plus précisément mon héritage. La réponse est non. Kevin a finalement parlé, et je pouvais entendre la qualité répétée de ses mots. Quelqu'un lui avait dit quoi dire. Frère, je sais que j'ai merdé. Je sais que tu me détestes en ce moment, et tu as tout à fait le droit, mais il ne s'agit plus de nous. Il s'agit d'un bébé innocent, notre nièce ou notre neveu. Ne veux-tu pas qu'il ait un bon départ dans la vie? La manipulation était presque impressionnante dans sa transparence, que ce soit à propos du bébé, pas de ses choix. Faites de moi le méchant pour ne pas vouloir financer les conséquences de sa trahison. Faites appel à mon sens de l'obligation familiale tout en ignorant complètement le fait qu'il a lui-même détruit notre relation familiale. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit lentement, en les regardant chacun. Vous avez couché avec ma petite amie, vous l'avez mise enceinte, et maintenant vous voulez que je vous donne de l'argent que nos grands-parents ont laissé spécifiquement pour notre avenir, de l'argent que vous avez déjà gaspillé une fois dans des camions, des voyages à Vegas et des jet skis. C'était différent, a protesté Kevin, établissant enfin un contact visuel. J'étais jeune et stupide et j'ai fait de mauvais choix. Il s'agit de subvenir aux besoins de mon enfant. Je veux être un bon père et cela signifie lui donner un foyer stable et une sécurité financière. Tu as 25 ans. Tu as un emploi dans les ventes. Isabelle a un emploi comme hygiéniste dentaire. À vous deux, vous gagnez un salaire décent. Débrouillez-vous comme tout le monde. La voix de maman est devenue sèche, perdant le ton de sympathie. Ne soyez pas égoïste. Vos grands-parents seraient honteux de cette attitude. Ils croyaient que la famille prenait soin de l'autre. Celui-là a fait mal, frappant exactement là où elle le voulait. Papy et mamie ont laissé cet argent pour que je construise mon avenir. Ils m'ont fait confiance pour l'utiliser à bon escient. Nulle part dans leur testament ou leur lettre, il n'est dit, donnez cela à Kevin quand il prend des décisions catastrophiquement mauvaises. Le père a de nouveau tenté l'approche raisonnable. Personne ne dit, donne-lui tout. Aidez-les simplement avec un acompte sur un logement. Peut-être 30 000 $ ou 40 000 $. Il vous en resterait encore beaucoup pour vous. Cela signifierait beaucoup pour eux et montrerait à Kevin que vous êtes prêt à faire passer la famille en premier. Cela n'arrivera pas. Tu vas vraiment laisser l'enfant de ton frère grandir dans la difficulté parce que tu es en colère à cause d'une fille? La déception de maman était palpable, suspendue dans l'air comme de la fumée. C'est plus important que tes sentiments blessés. Il s'agit d'une vie innocente. Je vais laisser Kevin faire l'expérience des conséquences naturelles de ses choix. Peut-être que cela lui apprendra quelque chose que ses parents n'ont pas réussi à faire. La température dans la pièce a chuté d'environ 20 degrés. On pouvait pratiquement voir le givre se former. C'est déplacé, a dit papa tranquillement, la mâchoire serrée. Vraiment? Parce que vous êtes assis ici en train d'essayer de me convaincre de renflouer votre enfant chéri après qu'il m'ait trahi de la pire façon possible. Vous ne m'avez pas une seule fois demandé comment j'allais. Vous n'avez pas reconnu que j'avais perdu une relation de 3 ans et un frère le même jour. Vous n'avez pas vérifié si j'avais besoin d'aide pour déménager ou trouver un logement ou pour digérer ce qui s'est passé. Vous êtes juste passé directement à comment pouvons-nous arranger ça pour Kevin, comme toujours. Maman s'est levée, le visage rouge. Bien, sois égoïste. Garde ton précieux argent, mais ne viens pas pleurer vers nous quand tu réaliseras que tu as détruit cette famille pour quelques dollars. Je ne suis pas celui qui a détruit quoi que ce soit. Ils sont partis. Kevin ne m'a même pas regardé en sortant. Il a juste suivi nos parents comme un enfant à qui on avait dit que la conversation était terminée. Je suis resté assis dans mon appartement pendant longtemps après leur départ, me demandant si j'étais déraisonnable, si peut-être ils avaient raison, et si je laissais des sentiments blessés obscurcir mon jugement. Puis je me suis souvenu de l'expression sur le visage de Kevin quand je les ai surpris, pas de remords, de la panique, pas de culpabilité à propos de ce qu'il avait fait, de la peur de ce que cela lui coûterait. Il n'était pas désolé d'avoir couché avec Isabelle. Il était désolé que je l'ai découvert et que j'ai ruiné l'arrangement qu'ils avaient mis en place. La campagne de harcèlement a commencé 2 jours plus tard, et elle était coordonnée d'une manière qui indiquait clairement que ma famille avait recruté des renforts. Mon téléphone est devenu une zone de guerre. Des membres de ma famille élargie que je connaissais à peine m'appelaient pour me dire que j'étais sans cœur. Ma tante Catherine a laissé un message vocal en pleurant sur le fait que les familles devraient rester unies dans les bons et les mauvais moments, que les liens du sang sont plus forts que l'eau, qu'elle était déçue de la façon dont je gérais ça.
Mon oncle Jim a envoyé un long message sur le pardon chrétien et le fait de tendre l'autre joue, avec des versets de la Bible et tout. Les parents d'Isabelle se sont impliqués d'une manière ou d'une autre, en m'envoyant une lettre recommandée expliquant que j'avais l'obligation morale d'aider leur fille et leur futur petit enfant pendant cette période difficile. Apparemment, Kevin avait présenté toute cette affaire comme si j'étais vindicatif et que je retenais mon soutien par dépit parce que je ne pouvais pas accepter que lui et Isabelle soient tombés amoureux. La lettre utilisait en fait l'expression « trouver le véritable amour », comme s'il s'agissait d'adolescents malheureux au lieu de deux personnes qui ont trahi quelqu'un qui les aimait tous les deux. L'histoire à partir de laquelle ils travaillaient tous était clairement coordonnée. J'étais l'ex-amère qui ne pouvait pas supporter qu'Isabelle et Kevin aient trouvé le bonheur ensemble. J'utilisais mon héritage comme une arme pour les punir. Je faisais passer l'argent avant la famille. J'étais égoïste et froid et j'avais besoin de grandir et de laisser tomber ma rancune. Aucun d'eux ne semblait intéressé par la chronologie réelle des événements. Aucun d'eux n'a demandé ma version de l'histoire. Ils avaient tous simplement accepté la version de Kevin et d'Isabelle et l'avaient soutenue. J'ai commencé à tout documenter. Des captures d'écran de messages, des enregistrements de messages vocaux, ce qui est légal au Colorado avec le consentement d'une partie, des copies de courriels et de lettres. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur intitulé « Drame familial » et j'ai continué à l'alimenter. Une partie de moi pensait que j'en aurais peut-être besoin un jour si les choses dégénéraient légalement. Une partie de moi avait juste besoin de la validation de voir leurs mots en noir et blanc. La preuve que je n'imaginais pas la campagne coordonnée pour faire pression sur moi. Ma mère a tenté une approche différente, le voyage de culpabilité par procuration. Elle a commencé à publier des statuts vagues sur Facebook sur la difficulté de voir ses enfants abandonner leurs valeurs familiales, sur la façon dont l'argent change les gens, sur le fait qu'elle priait pour que certaines personnes retrouvent leur chemin vers la gentillesse et se souviennent de ce qui compte vraiment dans la vie. Les commentaires étaient prévisibles, ses amis lui offrant leur soutien, lui demandant ce qui s'était passé, elle donnant des réponses soigneusement formulées qui me dépeignaient comme le méchant sans explicitement dire mon nom. Certaines personnes se perdent tout simplement quand elles héritent de l'argent, a-t-elle écrit. Ils oublient que la famille est éternelle et que les biens sont temporaires. J'ai le cœur brisé, mais j'espère toujours qu'ils se souviendront de ce que leurs grands-parents auraient voulu. J'ai pris des captures d'écran de cela aussi. L'agressivité passive était presque impressionnante. Par le biais d'amis communs, j'ai appris que Kevin et Isabelle avaient emménagé chez mes parents. La maison de ville était devenue trop chère sans que mes revenus ne couvrent la plupart des factures. Isabelle a admis à notre amie commune Jenna qu'elle ne pouvait pas se permettre le loyer de $1 400 toute seule, et Kevin avait du mal à payer le loyer de son propre logement. Il dormait donc dans l'ancienne chambre de Kevin avec l'affiche Star Wars toujours au mur, en économisant pour un logement à eux. L'accent étant mis sur économiser, ce qui signifiait apparemment attendre que je craque sous la pression et que je leur remette de l'argent. 4 mois après ce cauchemar, j'ai reçu un appel de mon père. Sa voix était fatiguée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant, dépourvue de son autorité habituelle. « Ta mère a dû prendre des quarts de travail supplémentaires à l'hôpital », a-t-il dit sans préambule. Kevin ne peut pas faire d'heures supplémentaires parce qu'Isabelle a besoin d'aide avec sa grossesse. Les nausées matinales sont fortes et elle ne peut pas être seule. Nous soutenons 2 adultes supplémentaires et nous nous préparons à accueillir un bébé. Ce n'est pas viable. Ça a l'air difficile. Ne sois pas comme ça. Je te demande d'homme à homme de reconsidérer l'aide. Pas pour Kevin, pour tes parents qui sont en difficulté parce que nous essayons de garder cette famille unie. Vous avez choisi de les accueillir. Vous avez choisi de permettre cette situation au lieu de les laisser se débrouiller seuls. Que étions-nous censés faire? Les laisser sans abri? Laisser notre petit enfant naître dans l'instabilité? Ce sont des adultes avec des emplois. Il y a des appartements dans cette ville qu'ils peuvent se permettre. Ils ne veulent tout simplement pas vivre selon leurs moyens. Ils veulent le style de vie que mon héritage pourrait leur offrir, et vous les aider à me faire pression pour que je le finance. Quand es-tu devenu si froid? Ce n'est pas le fils que nous avons élevé. La question est restée en suspens. Quand suis-je devenu froid? Peut-être quand j'ai surpris mon frère avec ma petite amie. Peut-être quand mes parents ont immédiatement accordé la priorité à son confort plutôt qu'à ma douleur. Peut-être quand toute ma famille a décidé que ma douleur importait moins que leur commodité. Peut-être quand j'ai réalisé qu'être le garçon signifiait être celui dont tout le monde s'attend à ce qu'il se sacrifie. Je ne suis pas froid, papa. Je ne m'immole tout simplement plus pour garder tout le monde au chaud. Mamie et papy ont laissé cet argent pour assurer mon avenir, pas pour nettoyer les dégâts de Kevin.
Il a raccroché sans dire au revoir. Le point de rupture est survenu à la fête de l'Action de grâce. J'avais prévu de la zapper complètement, de passer la journée seule dans mon appartement avec des plats à emporter et du football, d'éviter le drame, de maintenir mes limites, de protéger ma paix. Mais ma mère a appelé 3 jours avant et m'a supplié de venir. Sa voix avait cette qualité que je n'avais jamais entendue auparavant. Pas en colère, pas manipulatrice, juste sincèrement triste. « S'il te plaît », a-t-elle dit. Ça fait des mois. Nous sommes une famille. Je sais que les choses sont compliquées, mais c'est la fête de l'Action de grâce. Essayons de passer à autre chose, même si ce n'est que pour une journée. Quelque chose dans sa voix m'a fait accepter. Peut-être que j'espérais des excuses. Peut-être que l'idée de la famille me manquait, même si la réalité était actuellement toxique. Peut-être que je pensais qu'il s'était écoulé suffisamment de temps pour que nous puissions avoir un repas civilisé sans que la conversation sur l'héritage ne revienne sur le tapis. Je suis arrivé chez mes parents à 14 h avec une tarte à la citrouille achetée au magasin, m'attendant à un malaise, mais espérant la civilité. Peut-être quelques banalités sur le travail et le temps. Peut-être éviter l'éléphant dans la pièce pendant quelques heures pendant que nous faisions semblant que tout était normal. L'embuscade a été immédiate et minutieusement planifiée. Je suis entré dans le salon pour trouver non seulement mes parents et Kevin, mais aussi Isabelle assise là avec sa main sur son ventre visiblement enceinte, les 2 grands-parents, ma tante Catherine et mon oncle Jim, et 2 amis de la famille que je connaissais depuis l'enfance. Tous me regardant comme si je venais d'entrer dans une intervention, ce qui était le cas, je suppose. Toute la mise en scène était tout droit sortie d'un drame télévisé. Un demi-cercle de chaises, toutes orientées vers un fauteuil qui était clairement destiné à moi. Quelqu'un avait même installé une station de café et une assiette de biscuits comme s'il s'agissait d'une sorte de retraite d'entreprise. Ma mère s'est levée, lissant son pull. Merci d'être venu. Nous sommes tous ici parce que nous t'aimons et que nous sommes inquiets des choix que tu fais. J'aurais dû partir à ce moment-là, faire demi-tour, sortir, rentrer directement chez moi. Au lieu de cela, je me suis assis dans le fauteuil désigné, le plus éloigné de tous, et j'ai dit, je vous écoute. Ce qui a suivi a été 90 minutes du voyage de culpabilité le plus coordonné que j'ai jamais vécu. Chacun a pris son tour pour expliquer pourquoi je devrais donner de l'argent à Kevin et Isabelle. Comme s'ils avaient divisé les points de discussion à l'avance. Ma grand-mère a parlé de la façon dont la famille est éternelle et les rancunes temporaires. Comment elle et grand-père avaient aidé leurs frères et sœurs dans les moments difficiles et n'avaient jamais gardé le compte. Mon grand-père a raconté comment il avait prêté de l'argent à son frère pour démarrer une entreprise dans les années 1970. Comment tout s'était bien passé et comment la famille en était ressortie plus forte. Ma tante Catherine a partagé une histoire sur le pardon de sa sœur pour quelque chose que je n'ai pas tout à fait compris. Mon oncle Jim a cité des versets de la Bible sur la générosité et le fait d'amasser des trésors au ciel plutôt que sur terre. Puis Kevin s'est levé et Isabelle à côté de lui, sa main reposant toujours sur son ventre dans ce geste universel des femmes enceintes partout. Je sais que j'ai merdé, a dit Kevin, et sa voix s'est réellement brisée d'émotion. Je sais que je t'ai blessé d'une manière qui pourrait être impardonnable. J'ai trahi ta confiance. J'ai détruit notre relation. Et je comprends si tu ne veux plus jamais me parler, mais ça, il a fait un geste vers le ventre d'Isabelle, c'est innocent. Ce bébé n'a pas demandé à naître dans des circonstances compliquées. Cet enfant est aussi ta famille. Ta nièce ou ton neveu. Ne veux-tu pas qu'ils aient une bonne vie, un foyer stable, les mêmes opportunités que nous avons eues en grandissant? Les yeux d'Isabelle étaient rouges d'avoir pleuré. Ou peut-être d'avoir pleuré à l'entraînement. Difficile à dire. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive, a-t-elle dit, sa voix petite. Kevin et moi n'avions pas prévu de tomber amoureux. C'est juste arrivé. Et je sais que cela n'excuse pas ce que nous t'avons fait, mais nous ne pouvons pas changer le passé. Nous pouvons seulement essayer de bien faire pour ce bébé. Et en ce moment, nous avons besoin d'aide. Un endroit pour élever notre enfant. Une stabilité de base. Nous ne demandons pas le luxe, juste une base sur laquelle construire. La pièce était silencieuse. Tout le monde me regardait, attendant que je craque sous le poids collectif de leurs attentes. Je pouvais le sentir peser sur moi. Les suppositions, le jugement, la certitude que je finirais par céder parce que c'est ce que le garçon surfait. Je me suis levé. J'ai une question pour tous ceux qui sont ici, ai-je dit calmement, en regardant chaque visage.
Combien d'entre vous ont demandé comment j'allais après avoir découvert Kevin et Isabelle? Combien ont vérifié si j'avais besoin de soutien ou d'un endroit pour rester ou simplement de quelqu'un à qui parler? Silence. Quelques personnes ont regardé le sol. Voici ce dont je me souviens. J'ai surpris mon frère en train d'avoir une liaison avec ma petite amie dans mon lit, dans ma maison que je payais. J'ai déménagé en moins de 2 semaines, j'ai recommencé à zéro, j'ai reconstruit toute ma vie. Et pas une seule personne dans cette pièce n'a tendu la main pour voir si j'allais bien. Pas une seule personne n'a reconnu que peut-être, juste peut-être, j'étais la partie lésée ici. Ma mère a ouvert la bouche. J'ai levé la main. Au lieu de cela, en quelques semaines, vous vous êtes tous ralliés autour de Kevin et d'Isabelle, vous vous êtes assurés qu'ils avaient un endroit où rester, vous les avez aidés à se préparer à leur avenir, vous m'avez demandé de l'argent pour leur faciliter la vie, vous m'avez dit que j'étais égoïste de ne pas leur pardonner immédiatement et d'ouvrir mon portefeuille. Et maintenant, vous avez orchestré ça, j'ai fait un geste autour de la pièce, pour me faire pression afin que je finance leur choix. Il ne s'agit pas de prendre parti, a dit mon père. Il s'agit d'être une famille. Vous avez raison. Il ne s'agit pas de prendre parti. Il s'agit de responsabilité. Kevin a fait un choix. Isabelle a fait un choix. Ces choix ont des conséquences, et je ne suis pas responsable de la gestion de ces conséquences pour eux. J'ai regardé Kevin directement. Tu as reçu 170 000 $ de mamie et de papy. Pareil que moi. Tu as tout dépensé en jouets, voyages et plaisirs temporaires. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas mon problème. Et ce n'est certainement pas ma responsabilité de te donner plus d'argent parce que tu as gaspillé ta chance. J'ai regardé mes parents. Vous m'avez appris à être responsable avec l'argent, à planifier l'avenir, à honorer ce que mamie et papy ont sacrifié pour nous. J'ai fait exactement cela. Et maintenant, vous me punissez pour cela parce que Kevin ne l'a pas fait. Vous me demandez de subventionner ses erreurs alors qu'il ne subit aucune des conséquences de ses choix. Ma grand-mère a commencé à pleurer. Ma mère avait l'air de l'avoir giflé au visage. J'ai ramassé ma tarte achetée au magasin, je n'allais pas laisser ça derrière moi, et je me suis dirigé vers la porte. Si tu pars maintenant, tu n'es plus le bienvenu ici, a dit mon père, sa voix dure. Je me suis arrêté, je me suis retourné. L'ultimatum planait dans l'air comme une chose physique. Vous me donnez sérieusement un ultimatum en ce moment? Remettre mon héritage ou perdre ma famille? Nous te demandons de faire partie de cette famille. Cela signifie se soutenir les uns les autres. C'est ce que fait une famille. Se soutenir les uns les autres. Absolument point permettre un comportement destructeur et de mauvais choix. Non, il y a une différence. Et vous avez tous arrêté de la voir il y a longtemps. Peut-être parce qu'il est plus facile de faire pression sur moi que de tenir Kevin responsable. Je suis parti, je me suis assis dans ma voiture dans leur allée pendant 5 bonnes minutes avant de partir, attendant de voir si quelqu'un allait me poursuivre, attendant de voir si quelqu'un allait frapper à ma fenêtre et dire qu'ils comprenaient que j'avais raison, qu'ils étaient désolés. Personne ne l'a fait. Les mois suivants ont été calmes d'une manière qui semblait à la fois paisible et solitaire. J'ai bloqué la plupart des membres de ma famille élargie sur les médias sociaux, j'ai cessé de répondre aux appels provenant de numéros que je ne reconnaissais pas et je me suis concentré sur la construction de ma vie. Le travail allait bien. J'avais obtenu une promotion au poste de comptable principal et une augmentation de salaire de 15%, en partie parce que je faisais plus d'heures sans être distrait par une relation dysfonctionnelle. J'ai commencé à aller régulièrement à la salle de sport et à voir des résultats. J'ai commencé à cuisiner comme passe-temps puisque je mangeais seul la plupart des soirs de toute façon. Je me suis attaqué à un livre de cuisine de plats simples qui ne nécessitait pas de nourrir 2 personnes. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant que j'étais avec Isabelle. Des gars de l'université qui étaient heureux de prendre un verre ou d'aller voir un match sans drame. J'ai appris par un ami commun qu'Isabelle avait eu une petite fille au début de février. Ils lui ont donné un nom que j'ai déjà oublié. Un de ces noms à la mode qui sonne comme s'il venait d'un site web de nom de bébé. Kevin a publié des photos sur Facebook que je n'ai pas regardées, mais les gens m'en ont parlé de toute façon. Apparemment, elle avait ses yeux et les cheveux d'Isabelle, et tout le monde l'a trouvée magnifique. Mes parents m'ont envoyé une carte annonçant la naissance avec une note manuscrite dans l'écriture soignée de ma mère. Ta nièce est magnifique. Elle mérite de connaître son oncle. S'il te plaît, reconsidère ta position. La vie est trop courte pour ce genre de division dans une famille. Je n'ai pas répondu.
En avril, ma mère s'est présentée à mon appartement sans prévenir. J'ai ouvert la porte vers 19 h un mardi pour la trouver debout, l'air épuisé d'une manière qui m'a inquiété malgré tout. « Tu vas bien ?» ai-je demandé. Puis-je entrer ? Nous nous sommes assis à ma table de cuisine. Elle a regardé autour d'elle mon appartement, les nouveaux meubles que j'avais lentement accumulés, les plantes que j'avais commencé à garder en vie, les gravures encadrées sur les murs, les signes généraux d'une vie que j'avais reconstruite sans aucun d'eux dedans. « Tu t'es bien débrouillé ?» a-t-elle dit tranquillement. « Je me débrouille. Je sais. » Elle a croisé ses mains sur la table, les étudiant. « J'ai beaucoup réfléchi à la fête de l'Action de grâce, à ce que tu as dit. J'ai attendu, ne lui donnant rien à exploiter. Tu avais raison. Nous n'avons pas vérifié comment tu allais. Nous étions tellement concentrés sur la gestion de la situation avec Kevin et Isabelle que nous avons oublié que tu souffrais aussi. » Elle a levé les yeux vers moi et j'ai vu un véritable regret dans ses yeux pour la première fois. « Je suis désolé pour ça. Désolé. Une mère devrait prendre soin de tous ses enfants de la même manière, surtout quand l'un d'eux est blessé. Et je t'ai manqué. » C'étaient les premières vraies excuses que j'avais reçues de qui que ce soit. J'apprécie ça, mais je te demande toujours de reconsidérer. Pas à propos de l'argent, à propos de la famille. Ta nièce devrait connaître son oncle. Kevin veut se faire pardonner, même s'il ne sait pas comment le dire. Les choses sont difficiles en ce moment, et nous pourrions tous utiliser. Maman, arrête. Elle s'est arrêtée. J'accepte tes excuses de ne pas avoir vérifié comment j'allais. Cela signifie quelque chose, et j'apprécie que tu le dises, mais je ne reviens pas. Pas à la dynamique familiale où les erreurs de Kevin sont gérées et les miennes sont jugées. Pas à l'attente que je me sacrifie pour mettre tout le monde à l'aise. J'ai essayé ça pendant 28 ans et ça n'a fait que me blesser. Alors, tu vas juste nous couper tous les ponts? Ne plus jamais voir ta nièce, ne plus jamais parler à ton frère? Je vais me protéger et protéger ma paix. Si cela ressemble à vous couper les ponts, alors oui, je suppose que c'est ce que je fais. Elle s'est levée pour partir. À la porte, elle s'est retournée une dernière fois. Ton père est déçu. Il attendait mieux de toi. L'ancien moi aurait ressenti cela comme un coup de couteau. Le nouveau moi a juste haussé les épaules. Papa a été déçu de moi depuis que je n'étais pas Kevin. Je peux vivre avec ça. Ce n'est pas juste. Ils vous aiment tous les deux de la même manière. Rien de ce qui s'est passé au cours de la dernière année ne l'est non plus. Mais nous voici en train de faire face à des situations injustes et de faire des choix sur la façon d'aller de l'avant. Elle est partie. Je ne l'ai pas revue depuis ce jour-là, bien qu'elle m'envoie encore des cartes pour mon anniversaire et Noël avec de courtes notes espérant que je vais bien. Cela fait maintenant 8 mois depuis cette conversation. La vie est remarquablement paisible d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai appris que Kevin et Isabelle avaient finalement emménagé dans leur propre appartement en juillet, un appartement d'une chambre dans un quartier difficile de la ville où ils ont obtenu un rabais sur le loyer, mais c'est le leur. Mes parents aident toujours à garder les enfants plusieurs jours par semaine et probablement aussi avec de l'argent. Mais c'est leur choix. Ils permettent les mêmes schémas qui ont amené Kevin ici en premier lieu, mais je ne suis pas responsable de leur enseigner cette leçon.